Salut et bienvenue dans Fade Away, le podcast qui prend du recul sur l'actualité basket. Ici, on analyse et on décrypte tout ce qui fait le quotidien de la Grande Ligue. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Anthony for three. Bang! That one goes down and the game is tied. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de trade. Et on y a eu droit à quelques semaines de la deadline. Trae Young est transféré du côté des Washington Wizards. Alors, c'est pas trop une surprise, parce qu'il y a quelques jours, là, au début du mois de janvier, ESPN avait annoncé que les Hawks et Trae Young travaillaient ensemble pour trouver un point de chute au meneur. Bon, finalement, ça n'a pas traîné, et le joueur de 27 ans s'est envolé du côté de la capitale en échange de CJ McCollum, Corey Kispert et c'est tout. En fait, pas de tour de draft, et le pire dans l'histoire, c'est que c'est Atlanta qui aurait pu et qui était prêt à en ajouter un pour aider à bouger le contrat à presque 45 millions du meneur. Alors, quel impact pour les Wizards ? Qu'est-ce que ça va changer pour Atlanta ? On va analyser ensemble tout ce qu'il faut comprendre de ce trade. Alors à Atlanta, c'est une page qui se tourne, un chapitre qui se ferme, appelez ça comme vous voulez. Mais en tout cas, il y a eu 7 ans de vie commune entre Trae Young et la franchise d'Atlanta. 7 ans de vie commune, c'est long, il y a eu des hauts et des bas et ce projet qui est arrivé à son terme. Peut-être trop tôt, peut-être au bon moment, peut-être trop tard, mais quoi qu'il en soit, ce projet est terminé. En 7 ans, Trae Young c'est 4 fois All-Star, une fois All-NBA en 2022, meilleur passeur de la ligue la saison dernière avec 11,6 passes par match quand même, meilleur shooter à 3 points de l'histoire de sa franchise et aussi meilleur passeur de l'histoire de sa franchise. Il y a eu aussi 3 apparitions en play-off, dont une finale de conférence en 2021. On se rappelle de ce run qu'avaient effectué les Hawks, qui étaient à l'époque entraînés par Nate McMillan. Ils avaient éliminé les Knicks au premier tour, les Sixers de Ben Simmons et Joel Embiid au second tour, avant de s'incliner en finale de conférence face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo, les Bucks qui ont terminé champions cette saison-là. Enfin bref, Trae Young est officiellement et indéniablement dans l'histoire de la franchise, ça, il n'y a aucun doute. Mais je pense aussi que c'était le bon moment pour tout le monde de faire ce trade. Pourquoi ? Parce que déjà, il y a eu ce début de saison 2025-2026 qui était compliqué pour Atlanta. Il y a un virage qui a été pris indéniablement par la franchise avec l'émergence de Jalen Johnson. Alors, j'en reparlerai un peu plus tard, mais il y a aussi cette envie de créer une équipe plus défensive à Atlanta, de changer un petit peu d'identité. Il y avait aussi un signe avant-coureur de ce départ de Trae Young. Cet été, plutôt l'été dernier, les Hawks ont refusé d'offrir une extension à Trae Young. Il était éligible à une extension, mais ils l'ont refusé parce qu'ils souhaitaient s'offrir une flexibilité financière. Ils se l'ont offerte avec cette arrivée de CJ McCollum, qui a un contrat à 30 millions de dollars, certes, mais qui a un contrat expirant et qui libérera énormément de cap salarial l'été prochain. L'objectif d'Atlanta, désormais, il est clair, celui d'aller chercher Anthony Davis. Et son contrat à plus de 50 millions de dollars aussi, donc il faut de la place dans le salary cap des Hawks. Alors on ferme la parenthèse et on va plutôt se concentrer d'abord sur les raisons de ce divorce entre les Hawks et leur désormais ancien meneur. Bon, on le sait, Trae Young est un joueur absolument formidable offensivement. Bon shooter et bon attaquant globalement d'ailleurs, avec une capacité à créer qui est assez dingue, donc il a de nombreuses qualités. Mais il a aussi pas mal de défauts, notamment en défense. Parce que si tu veux être une équipe compétitive en NBA, il faut savoir défendre. Et ce n'est pas son cas. Trae Young est un piètre défenseur. Il fait 1m88, alors c'est petit pour la NBA, 1m88. Mais ça ne change pas que Trae Young est un piètre défenseur. Je le répète, mais c'est hyper important pour moi. Les Hawks encaissent trop de points quand ils sont sur le terrain, même avec des défenseurs autour. Et pourtant, Atlanta a essayé de l'entourer de bons défenseurs. Alors, ils ont essayé avec Dejounte Murray. Bon, c'est pas le meilleur défenseur de la planète, mais quand il est concentré, il est capable de bien défendre. Ils l'ont entouré de Clint Capella. Ça n'a pas marché. Plus récemment, ils l'ont entouré de Nickeil Alexander-Walker. Ça n'a pas marché. Ils l'avaient entouré de DeAndre Hunter. Ça n'a pas marché tant que ça. Donc, il y a bien un problème quelque part avec la défense de Trae Young. Et même entouré de défenseurs, ça ne fonctionne pas. Et aussi, il y a le fait que les Hawks soient meilleurs sans lui. Factuellement, on va regarder cette saison par exemple, mais il a débuté la saison, il se blesse au genou au bout du 5e match face aux Nets.
Au final, c'est 1 mois et demi d'absence, et sur cette période-là, les Hawks, c'est 11 victoires en 15 matchs. Jalen Johnson, qui est exceptionnel, qui affiche un niveau All-Star, et qui est désormais le nouveau franchise player de la franchise, le nouveau visage de cette équipe, avec un double-double de moyenne, quasiment un triple-double de moyenne. On voit aussi une équipe d'Atlanta qui défend, et qui défend bien, puisque désormais les Hawks sont dans le top 10 des meilleures défenses de la ligue. Et de l'autre côté, on voit une attaque qui est plus fluide, plus imprévisible, le ballon bouge plus, les joueurs sont constamment en mouvement. Et ça, c'est la marque de fabrique de Quinn Snyder, le coach des Hawks depuis 2023. C'est un coach qui est expérimenté, qui était au Jazz pendant de nombreuses années. Il a réussi à construire une très bonne équipe autour de Donovan Mitchell notamment. Et là, il arrive à créer quelque chose de cohérent à Atlanta sans Trae Young. Et ça, c'est important de le préciser. Alors, il faut qu'on se pose toutes les questions. Est-ce que les Hawks sont meilleurs sans Trae Young ? Moi, je pense que oui. Mais surtout, on va voir les chiffres au retour de Trae Young. Il est réintégré au 5 majeur début décembre. Et à partir de ce moment-là, c'est 5 défaites de suite. Et 133 points encaissés de moyenne sur la période. Alors, comment est-ce qu'on peut passer d'une équipe qui gagne des matchs, qui défend bien, qui attaque bien, qui est collectivement bonne des deux côtés du terrain, à une équipe qui perd 5 fois de suite et qui encaisse plus de 130 points par match? Comment on peut l'expliquer alors? Je n'ai pas envie de tout mettre la faute uniquement sur Trae Young, mais je pense que ça veut tout dire et que l'histoire devait se terminer, ça ne fonctionnait plus. D'ailleurs, Quinn Snyder, qui depuis son arrivée n'a jamais réussi à bien faire jouer les Hawks autour de Trae Young, donc je pense qu'il fallait s'arrêter là. Et Atlanta a eu la maturité de ne pas continuer à forcer dans ce qui ne fonctionne pas, et donc il y a ce départ de Trae Young à Washington. Pour finir sur Atlanta, je pense que ça n'a jamais vraiment matché en fait entre Quinn Snyder et Trae Young parce que on n'a jamais vu de vraie entente, de vraies relations entre les deux hommes. Et c'est difficile de gagner, de réussir un projet quand ton coach et ton franchise player ne s'entendent pas. Avec Trae Young, le bilan des Hawks cette saison, c'est 8 défaites pour seulement 2 victoires. Donc ça donne raison peut-être aux dirigeants d'Atlanta d'avoir fait ce trade. Et en plus de ça, pour ajouter de l'huile sur le feu, il y a eu ces propos de Quinn Snyder début janvier après une victoire des Hawks qui disait « Je pense surtout que nous avons joué dans le style qui nous correspond, on doit défendre, on doit continuer ainsi ». Et cette déclaration de Quinn Snyder, elle veut peut-être tout dire. Peut-être que Atlanta a déjà entamé sa reconversion vers un nouveau style. Parce que ce style de jeu, cette identité défensive, on la voit cette saison chez les Hawks quand Trae Young n'est pas là. C'est une équipe qui court, c'est une équipe qui joue en transition. Et donc qui vit sur les stops défensifs. Et de l'autre côté, elle joue sur le partage du ballon et sur un rythme qui est quand même assez élevé puisque les joueurs courent et les possessions sont assez courtes. Et Trae Young, de par son style de jeu, ne correspond pas à ça. Il y a un problème factuel de style de jeu qui a emmené donc vers ce transfert de Trae Young du côté de Washington. On va parler des Wizards, évidemment, parce que ce trade va changer beaucoup de choses pour la franchise de la capitale. Du côté des Wizards, il y avait le souhait d'enfin mettre un visage à ce projet et d'aller chercher un joueur qui est désormais expérimenté pour encadrer les jeunes. Alors, Trae Young, il n'a que 27 ans, c'est pas vieux, mais il est en plein dans son prime, en plein dans la force de l'âge, et il a désormais l'expérience qu'il faut après toutes ces saisons dans la ligue pour encadrer tous ces jeunes joueurs. Il y avait aussi le souhait réciproque de Trae Young de venir à Washington parce que ESPN a révélé que le meneur avait fait une liste de choix et de destinations préférentielles. Washington était sur cette liste. Washington était certes la seule franchise à avoir fait une offre concrète à Atlanta, mais Trae Young est content d'être chez les Wizards et Trae Young a envie de bien faire et d'apporter à cette franchise. Alors, pour recontextualiser un petit peu, les Wizards sont dans une reconstruction depuis le départ de Bradley Beal. Et cette saison encore, l'objectif est d'aller chercher un gros prospect à la draft. Cette QV 2026 s'annonce hyper prometteuse et Washington veut aller chercher A.J. Bonsa, Darren Peterson, Cam Boozer, enfin bref. Washington veut un pick élevé à la draft. Et de toute façon, ils n'ont pas trop le choix parce qu'il y a un intérêt stratégique autour de ces picks de draft. Ils ne sont pas maîtres de leur destin. Ils ont un pick qui est protégé top 8. C'est-à-dire que si Washington n'est pas dans le top 8 de la draft, ce pick ira directement à une autre franchise, en l'occurrence les Knicks. Alors Washington a tout intérêt à continuer à perdre des matchs cette saison. Et de toute façon, Trae Young a pas mal de pépins physiques cette saison, notamment au genou ou à la cuisse. Alors je l'ai dit plus haut, il y a cette blessure au ligament du genou gauche qui l'a tenu éloigné des terrains pendant 1 mois et demi.
Et au moment où j'enregistre ce podcast, Trae Young est en train de soigner une contusion à la cuisse. Alors, ce serait pas pour tout de suite, ses débuts dans la capitale, et de toute façon, c'est une information qui est arrivée dans la semaine, une information signée Josh Robbins, un insider de The Athletic, qui annonce que Trae Young ne devrait pas beaucoup jouer cette saison avec Washington. L'objectif de la franchise cette saison, il est clair, finir la saison telle qu'elle, gagner le moins de matchs possible, tout en prenant soin de la santé de son meneur. Alors, Trae Young devrait jouer peut-être quelques matchs cette saison, je ne sais pas combien, une dizaine, peut-être moins, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, j'ai hâte de voir comment ça va se mettre en place à Washington, et notamment pour nos joueurs français. Trae Young, c'est le playmaker parfait pour Alex Sarr. Le français est un intérieur moderne, mobile, ultra complet. Ça, on le sait. Et les possibilités de création, désormais, elles sont énormes. Que ce soit sur pick and roll ou sur pick and pop. Parce que Alex Sarr, non seulement il t'apporte une densité à l'intérieur, mais il est capable de s'écarter et de shooter à 3 points. Il est hyper fiable aussi derrière l'arc. Donc les possibilités de création, elles sont énormes, elles sont absolument immenses. Et la mission, désormais, elle est tactique. Donc ça va être à Brian Keefe, le coach des Wizards, et le reste du staff, de créer cette relation entre le meneur et le pivot. Parce que selon moi, l'axe poste 1, poste 5 est primordial. C'est un petit peu la colonne vertébrale de ton attaque, si je peux dire. Si tu veux être une équipe qui gagne en NBA, il faut avoir d'un côté une défense de très haut niveau, c'est ce que je disais plus haut, et il faut avoir en attaque un meneur et un pivot qui sont complémentaires et qui arrivent à jouer ensemble. Désormais, les Wizards possèdent un meneur et un pivot qui sont complémentaires, du moins sur le papier. Mais maintenant, il va falloir mettre les choses en place concrètement parce que, comme je disais, les possibilités de création, elles sont immenses. Et puis même défensivement, ça va être très intéressant à suivre parce que même si Trae Young n'est pas un bon défenseur, et je l'ai répété encore plus haut, il a des errances de ce côté-là du terrain, et pourtant, derrière lui, il pourra compter sur le meilleur contreur de la ligue. Tout simplement, Alex Sarr, cette saison, c'est 2,3 contres par match. Ça veut dire que même si Trae Young se fait passer en défense parce qu'il va être visé par les attaques adverses, Washington pourra compter sur un protecteur de cercle élite et pourra compter sur un second rideau hyper décisif derrière son meneur. Et pour Bilal Coulibaly aussi, l'arrivée de Trae Young va être positive parce qu'il aura moins de pression et surtout, il aura moins de création forcée. Quand Bilal doit créer tout seul, c'est dur, parce qu'il n'a pas forcément les qualités qu'il faut pour créer sur un contre un. Donc il va être placé dans un rôle qui va être plus simple. Pour lui, des cuts, de la finition, et surtout, plus de catch and shoot, parce qu'il aura plus d'espace. Jusqu'à présent, Bilal Coulibaly était l'option offensive numéro 1 de Washington. Désormais, c'est Trae Young. Donc, les défenses adverses vont être plus concentrées sur Trae Young. Bilal Coulibaly aura donc plus d'espace et pourra prendre plus de shoots. Et ça, c'est un rôle qui va lui convenir un peu mieux et dans lequel il sera un peu plus épanoui. Et défensivement, par contre, il sera dans le même rôle, c'est-à-dire défendre sur le meilleur attaquant adverse, mais surtout, il aura la tâche de cacher Trae Young. Et ça va être toute l'équation des Washington Wizards s'ils veulent se construire une équipe compétitive, réussir à construire une défense cohérente autour de Trae Young. Ils ont les matériaux pour. Alex Sarr, comme je l'expliquais juste avant, et Bilal Coulibaly en défenseur extérieur polyvalent. Plus globalement, Trae Young va être la nouvelle plaque tournante de l'attaque de Washington. Bon, ça va pas fort dans ce domaine-là cette saison pour les Wizards. 108 points sur 100 possessions, c'est seulement le 26e offensive rating de la ligue. Donc, ce sera une plus-value quoi qu'il en soit. Peu importe quand il reviendra, peu importe dans quel état il sera, ce sera une plus-value quoi qu'il arrive. Et ça va aussi profiter financièrement à Trae Young, puisque il y a une prolongation lucrative qui va sûrement arriver dans son compte en banque très prochainement. C'est un point non négligeable tout de même, et ça a dû jouer dans son choix de vouloir venir à Washington. Bon, pour l'instant, il a une player option à 49 millions de dollars pour la saison prochaine qu'il devrait activer, mais on a déjà vu les premières rumeurs arriver concernant une prolongation de contrat de 2 ans. On ne connaît pas encore le montant, mais on sait que Washington pourrait déjà se décider à prolonger son nouveau meneur. Et pour tous les éléments que j'ai évoqués plus haut, une blessure et aussi un choix stratégique de Washington, c'est un transfert qui est surtout pensé sur le long terme. Washington n'ira pas faire les playoffs ni le play-in cette saison, mais peut-être dès la saison prochaine, peu importe en tout cas, cette situation va profiter pour l'instant à Bub Carrington, qui est le seul vrai meneur de métier dans l'effectif et qui aura le temps de se développer et d'apprendre aussi de Trae Young, parce que même s'il ne sera pas sur le terrain,
il aura à poursuivre un rôle déjà de mentor auprès de ces jeunes joueurs et Bob Carrington en premier pourra en profiter aussi. Je n'en ai pas parlé dans ce podcast, mais quelle va être la situation de Chris Middleton désormais ? Le joueur de 34 ans est le seul vétéran qu'il reste au sein de l'effectif. Il a un contrat à 33 millions de dollars qui est expirant, donc il sera libre l'été prochain. Est-ce qu'il va être coupé ? Est-ce qu'il va être tradé ? Ou est-ce qu'il va finir la saison chez les Wizards ? Bon, Washington n'est pas pressé et n'a pas de contraintes financières, donc je pense qu'ils peuvent se permettre de garder ce contrat en caisse. Et si ça ne tenait qu'à moi, je pense qu'il est plus crédible qu'ils attendent l'intersaison pour bouger et de prendre une décision claire concernant leur nouveau projet et qu'est-ce qu'ils feront du coup de leurs vétérans. Trae Young est donc la première star à être transférée cette saison et c'est aussi le premier domino à tomber dans la Grande Ligue. Alors d'autres joueurs pourraient le suivre et changer d'air prochainement, comme Jonathan Kuminga, Michael Porter Jr. ou encore Ja Morant. D'ailleurs, le meneur des Grizzlies a été rendu disponible par sa franchise qui serait désormais à l'écoute d'offres potentielles pour lui. Bon, ça ne reste que de l'hypothétique pour l'instant, mais ça va sûrement continuer à bouger d'ici le 5 février. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à aller donner votre avis sur ce sujet en commentaire. Fadeaway est disponible sur tous les réseaux, Insta, X, TikTok et aussi disponible sur YouTube. Encore merci de m'avoir écouté. Restez branchés pour la suite. À très bientôt sur Fadeaway. Anthony for three.